On va démarrer avec vous, Frédéric, si vous le voulez bien. Vous avez été contrainte de liquider une entreprise qui faisait de l'emballage d'asperges. En fait, c'est un de vos contacts, si j'ai bien compris, qui vous avait orienté vers ce projet. Et puis, au fur et à mesure, il y a plusieurs choses qui vous ont semblé vraiment bancales. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous aviez mis de l'argent. Au total, c'est 800 000 € quand même qui avaient été financés à la fois par votre apport, par les banques, par la BPI. Puis assez rapidement, donc, vous avez rendu compte que ça ne tenait pas la route. Vous avez consulté un avocat, choisi d'arrêter la casse. Racontez-nous cette expérience. C'est bon ? Oui. On vous entend. Bonsoir, je suis ravie d'être là et d'être à côté de vous. C'est un honneur. Je pense que j'ai dû recevoir un appel téléphonique en mars 2017. À l'époque, je dirigeais une usine d'extraction de légumes et de fruits à Marmande, dans une coopérative agricole. Une proposition qu'on ne refuse pas, et c'était un projet providentiel que je ne pouvais pas refuser. Donc c'était en mars 2017 et en février 2019, je liquidais la société. Donc c'est 2 ans en fait, 2 petites années d'une chute que l'on n'a pas pu arrêter. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Alors, j'ai écouté toutes les citations. Moi j'ai 2 choses en tête. C'est le changement, c'est la vie. Ça, c'est 2 patrons en fait qui m'ont mis ça en tête. Le changement, c'est la vie. Et puis il faut avancer en marchant. Voilà, donc je fais partie des gens qui se relèvent généralement, qui se relèvent parfois trop vite et du coup après qui sont un peu fatigués. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? On a monté une station d'emballage d'asperges. Nous étions 4 associés. On avait des contrats avec 2 producteurs qui étaient des gros producteurs, qui avaient 1000 hectares chacun. Voilà, donc on est loin du petit paysan du sud-ouest de la France. C'était des gens qui étaient très armés. Et il fallait aller très vite. C'est-à-dire que je suis montée dans le train, moi, c'était déjà parti, il fallait aller très vite parce que les asperges étaient déjà plantées. Et en fait, il fallait que la station soit prête pour accueillir les premières asperges en mars 2018. Et donc, du coup, j'ai quitté mon job. On s'est fait des réunions téléphoniques. Alors, je continuais à travailler pendant pas mal de temps. Donc, du coup, vous parliez des 18 heures par jour et c'était 7 jours sur 7. Donc, j'ai failli faire un burn-out, mais comme j'avais fait du coaching avant, je connaissais un petit peu les signes avant-coureurs, donc j'ai pas fait, je me suis arrêtée un petit peu à temps, sauf que j'ai pas pris le temps de vérifier plein de choses. Et il y avait, ce que je disais, il y avait comme un iceberg de signaux faibles, vous savez, où il y a des risques, des clignotants là, qui s'allument, où vous dites... Là, c'est pas très bien. Et puis vous posez une question, et puis on vous dit « Ah, mais tu sais, moi, ça fait 14 ans que je suis dans les fruits et légumes, donc tu vas pas m'apprendre le truc. » Bon, donc moi, je me disais « Bon, on va continuer, je vais faire confiance. » Donc il y avait beaucoup de signaux, en fait, qui faisaient que j'aurais pas dû y aller. J'y suis allée quand même parce que j'avais envie d'y aller dans ce projet-là. Vous avez quand même fini par les écouter, et heureusement, par limiter la casse. Oui. Alors, j'ai fini par les écouter, par limiter la casse et par dire stop. On a eu en fait 7 semaines d'exploitation, c'est-à-dire qu'on a fait une première mini-campagne d'asperges et puis on avait un contrat qui était foireux. Donc on s'est très vite, très rapidement, j'ai envie de dire, mis en conflit avec les agriculteurs qui estimaient qu'on ne les payait pas assez cher. Enfin bon, on est parti dans un truc un peu classique et on n'a pas pu rétablir en fait la confiance. Nous, on était partis pour 7 ans. On avait beaucoup investi, on avait des prêts du FEADER, donc on était un petit peu liés à toutes ces choses-là. On pouvait pas partir sur une autre direction. Et en fait, les agriculteurs, on a appris par la suite monter en parallèle leur propre station. Voilà. Donc ça n'a pas duré 7 ans, vous avez dû liquider avant, et c'est à ce moment-là que vous vous êtes rapproché de l'association 60 000 rebonds. Alors, vous avez vu une affiche sur l'association, c'est comme ça que vous l'avez découvert, et dans quelle mesure est-ce que ça vous a aidé, cette association, à prendre du recul, d'une part, et puis surtout à vous reconstruire, finalement, après cette blessure ?
Alors j'ai vu une affiche effectivement en allant au tribunal de commerce. Entre parenthèses, la justice c'est quand même un rouleau compresseur, parce que même si on m'a expliqué qu'on avait fait beaucoup de progrès, la justice c'est pas uniquement le tribunal, mais c'est aussi le commissaire-priseur, c'est le mandataire, etc. Et du coup c'est pas détendre. Hein. Donc vous avez l'impression, et vous arrivez, vous êtes un peu humilié, vous vous sentez coupable. Beaucoup d'humiliation, je trouve, et du coup c'était un petit peu compliqué de vivre ça. Je vois cette affiche, je la prends en photo, et quelques mois plus tard, alors moi j'avais déjà rebondi, en fait c'était un peu compliqué parce que j'ai monté une société donc, qui s'appelle, on en parlera peut-être après, qui s'appelle Sobon, juste au moment où je sentais que ça allait pas très bien. Et du coup, j'ai commencé effectivement à rebondir en même temps. Sauf que quand on rebondit et qu'on n'arrête pas et qu'on ne s'arrête pas et qu'on est constamment surmené, à un moment donné, il y a des creux. Et dans un creux, je me suis dit, tiens, je vais appeler l'association. Et je suis tombée sur une personne très accueillante. Et puis, j'ai eu un rendez-vous. J'ai expliqué mon cas et ils m'ont donné effectivement un coach, un parrain, et puis la possibilité de participer à des tas d'activités, que ce soit de la formation, que ce soit d'avoir accès à des experts, que ce soit experts comptables, avocats, etc. Et puis du co-développement, on a fait du co-développement aussi, et c'était du lien aussi, le fait de retrouver finalement une communauté, ce que vous disiez, de ne pas se retrouver seul. Et donc ça je trouve que c'était essentiel. Au-delà du travail qui était fantastique avec le coach et avec le parrain, mais en tout cas il y avait ce sentiment d'appartenance à une nouvelle communauté. Qui ça fait pour moi complètement était vraiment écho important. à ce que disait effectivement Boris Cyrulnik tout à l'heure, et d'ailleurs je vous inviterai dans un second temps à réagir une fois qu'on aura entendu Frédéric et Thomas. Alors vous parliez de Sobon, c'est de la TPE que vous avez montée. Cette TPE, elle fait du sourcing pour les pros de la restauration en allant chercher les bons produits du Sud-Ouest. Pour conclure, comment est-ce que vous vivez ce nouveau départ ? Alors, je le vis bien, ce nouveau départ, parce que ça faisait partie d'un souhait de réorienter un peu ma vie professionnelle à 50 ans, et en me disant qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et j'arrivais un peu sur ça, en fait. Je voulais faire du sourcing pour les chefs. Je voulais aller chercher des bons produits, etc. Donc, le sens, il était là. Le sens était là. Je suis repartie vraiment à zéro avec au début ma voiture, et puis petit à petit en me disant je vais me faire une slow croissance. Je ne vais pas aller chercher des financements, etc. Je vais y aller prudemment parce que j'ai déjà perdu beaucoup d'argent. Et du coup, j'ai rebondi là-dedans en mettant tout ce qui est cohérent et en étant complètement aligné, en mettant de la RSE, en mettant de l'exigence et de la bienveillance, en essayant de faire grandir les gens qui sont autour de moi et en étant vraiment cohérente par rapport à ça. Alors ça, c'est l'IS, et puis après, il y a le but. Le but, c'est que j'ai quand même ces chats échaudés, craignent l'eau froide, et en fait, j'ai peur de grandir, donc j'ai peur effectivement de remettre un peu plus d'argent, j'ai peur d'aller rechercher. Ça vous a tempéré dans vos ardeurs. Oui, exactement. Donc ça, c'est un peu le bémol, en fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je crois qu'on peut applaudir Frédéric. Pour sa capacité à rebondir. Thomas, vous avez entamé votre activité d'entrepreneur, c'était en 2013. Vous avez monté un restaurant après un début de carrière dans le luxe, puis dans les vins et spiritueux. Et vous avez fait un petit séjour aux États-Unis. Et c'est à l'occasion de ce séjour aux États-Unis que... comme j'avais dit, 2 entrepreneurs à côté, je me... Voilà, je suis désolée, du coup, je ne regardais pas la bonne personne. Je comprends mieux pourquoi ça faisait rire l'Assemblée. Vous avez Thomas, choisi de lancer ce concept de viande fumée, donc un concept que vous aviez découvert aux États-Unis, donc le barbecue texan, qui consiste à faire cuire des viandes dans des grands fumoirs pendant 15 à 20 heures. C'est très technique. Et vous avez ouvert un premier restaurant à République. Alors c'est important de préciser pourquoi République, on va y revenir. Fort du succès, en 2017, vous avez ouvert un autre restaurant. Alors cette fois-ci, c'est dans le quartier de Belleville. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Racontez-nous. Tout à fait. Ça marche, oui. Donc voilà, moi j'ai commencé par une carrière, on va dire, relativement académique, où j'ai démarré ma carrière dans le luxe et dans le marketing des vins et spiritueux. Et puis rapidement, au bout de 7-8 ans, l'envie d'entreprendre, qui était déjà là, je pense, en moi, a émergé.
Et puis j'ai pris la décision de me lancer. Donc j'ai ouvert, comme vous l'avez dit, un premier restaurant à thème. C'était un concept qui n'existait pas, à République, qui a marché très fort. Le démarrage a été assez rapide, à tel point que rapidement est venue sur la table l'idée d'en ouvrir un second. Il se trouve que j'ai un papa qui était commerçant et qui, lui, n'a pas développé son affaire. Et donc, on a tous un poids de notre passé, de nos parents, et on s'en inspire aussi. Et donc, moi, son exemple, ça a été aussi de me dire, lui, il n'a pas fait, peut-être que je vais essayer de développer. Donc, on a ouvert ce second restaurant à Belleville, tout en développant en parallèle une activité de traiteur. Et c'est là que les problèmes ont commencé. J'ai eu un dégât des eaux. Après 9 mois de travaux, j'ai ouvert mon restaurant en 2017 et 1 mois et demi après l'ouverture, le plafond s'est effondré. Donc je n'avais pas d'antériorité de chiffre d'affaires, donc malheureusement compliqué à chiffrer en termes d'assurance. Et puis la machine s'est grippée, donc j'avais bien monté 2 structures juridiques indépendantes, mais c'était un gros bébé. Ce second, le premier marchait très bien. Et puis quand vous voyez un enfant malade, prenez tout ce que vous avez pour essayer de le sauver. Et j'ai pris un petit peu de l'un pour remettre dans l'autre, pour essayer de le soutenir au maximum. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Et donc ce projet est mort-né. Et je n'ai pas pu rouvrir mon restaurant. Donc ça nous a affaiblis. Ça vous a affaibli, d'autant que vous avez joué de malchance, parce qu'ensuite est arrivée la crise des Gilets jaunes, et c'est pour ça que je disais que le fait que vous soyez à République, c'était important de le préciser, parce qu'on sait que ce quartier, comme d'autres, a été très, très éprouvé. Puis il y a eu la grève des transports à Paris liée à la réforme des retraites, puis enfin la fameuse crise Covid et l'arrêt de l'activité événementielle. Et c'est là que finalement la machine s'est vraiment enrayée, en ce qui vous concerne. Absolument, là là vous faites un accéléré. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais... Tout à fait, mais on l'a vécu tel quel, c'est-à-dire que ça s'enchaînait à une vitesse phénoménale et on se disait mais c'est pas possible. Vous parliez de résilience, on attendait que cette série noire s'arrête et puis dès qu'une crise se terminait, on en avait une autre qui s'enchaînait et effectivement on a tenu tout ce qu'on pouvait, on a utilisé les moyens juridiques à notre disposition, on s'est placé en redressement judiciaire pour se protéger, on a observé une période d'observation, on a traversé notre période d'observation jusqu'au bout, donc 18 mois, et au moment, pour terminer cette série, au moment où on a notre audience qui est prévue au tribunal de commerce le 25 mars, on apprend le 15 qu'on est confiné. Donc là, on se dit ça commence à faire beaucoup. Notre activité événementielle, qui avait été développée par ma femme, pesait à l'époque 50% de notre chiffre d'affaires. Et du jour au lendemain, on apprend qu'il n'y a plus d'événementiel. Donc 50% de chiffre d'affaires en moins. Et on autorise les restaurants à ouvrir pour faire de la vente à emporter et de la livraison. C'était pas notre vision du projet quand on a ouvert ces restaurants. On offrait une expérience globale aux gens pour venir chez nous et on a pris la décision d'arrêter. Oui, face à ce sentiment effectivement de vous enfoncer, sans parler des huissiers, des tribunaux, des procédures judiciaires dont parlait Frédéric, et elle le rappelait, c'est vraiment pas tendre. Vous décidez effectivement de vous arrêter et d'aller vous confiner, vous aussi dans le sud-ouest, hein, c'est un hasard, vous êtes tous les deux dans le sud-ouest. Ça a été le début d'un renouveau? Oui, ça a été un renouveau, ça l'est aujourd'hui, mais ça a pris du temps. C'est-à-dire qu'avant de remonter la pente, on passe par des moments extrêmement sombres, difficiles. On a tout perdu dans cette histoire. On s'est retrouvé avec 2 petits en bas âge et plus de ressources financières. Alors que 3 années auparavant, ça cartonnait, vraiment, ça marchait très fort et la chute est brutale. Donc tout ce que M. Cyrulnik a décrit tout à l'heure, on l'a vécu. L'isolement, t'es pas très loin de la dépression, pour pas dire vraiment dedans. La honte de l'échec, parce qu'on est entrepreneur, donc on est fier. On aime montrer la réussite, c'est normal, mais l'échec, on le montre pas. Et cette honte, elle existe. Et c'est dur de se regarder dans le miroir et d'accepter d'avoir échoué.
si on peut parler d'un échec, parce que c'est une aventure qui a quand même duré 8 ans. Mais c'est difficile. Surtout, vous avez rebondi. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail du rebond, mais votre épouse a monté une structure de son côté. Vous vous êtes investi dans l'association, et je pense qu'on peut à son tour l'applaudir pour la façon dont il a rebondi. Alors, hélas, on n'a pas le temps de rentrer très en détail, mais on pourrait en parler pendant des heures, de vos aventures et mes aventures et la façon dont vous avez rebondi. Je voudrais vous proposer, Boris Cyrulnik, si vous le voulez bien, de commenter ce que vous venez d'entendre. Alors, Avec un micro, effectivement, ce sera mieux. Alors, il ne s'agit pas de confirmer ce que je vous ai proposé, il s'agit d'essayer d'apprendre de nouvelles choses. Alors, ce que m'a appris Frédéric, c'est-à-dire qu'il est né, la soutien, elle en a bénéficié, elle nous l'a expliqué, parlé, rencontré, c'est vraiment capital. Parce que je vous disais tout à l'heure, la solitude mène, c'est le tapis roulant vers la dépression, et même c'est l'altération cérébrale. Donc on le photographie maintenant, mais c'est aussi la résilience neuronale si on rencontre quelqu'un. Donc première décision, ne pas rester seul. Rencontrer, téléphoner, aller dans des lieux de rendez-vous, dans des lieux de parole. Alors ce qu'a souligné pour moi Frédéric, c'est la nécessité de donner sens à un gros pépin de l'existence. Alors pour ça, j'ai inventé une fable, c'est-à-dire que je l'ai attribuée à Charles Péguy. Et maintenant, on me sert cette fable comme si c'était Péguy qui l'avait inventée, c'est moi qui l'ai inventée. Et la fable. Il faut rendre à Boris ce qui est à Boris. Pardon ? Je reprenais l'adage, il faut rendre à César ce qui est à César, il faut rendre à Boris ce qui est à Boris. Et bien voilà, César et Boris sont contents. Alors, la fable, c'est la suivante. Charles Péguy va à Chartres. Je ne sais pas s'il y a été, bon, on va dire comme ça. Et il voit sur le bord de la route un monsieur en train de casser des cailloux. Et il est sale, il sue, il fait des grimaces de désespoir, il respire le malheur. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Ben, vous voyez bien, j'ai pas trouvé d'autre métier, j'ai mal au dos, je suis mal payé, c'est un métier stupide, c'est ça. Charles Péguy reprend sa route et il voit un deuxième homme qui casse des cailloux et qui a l'air pas trop mal. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Oh ben moi, j'ai trouvé un métier, je suis en plein air, je préfère ça que le bureau, je gagne ma vie comme ça, c'est pas mal. Charles Péguy reprend sa route et il voit un troisième homme qui casse des cailloux. Les rayons de bonheur lui sortent de la tête. Et il lui dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Et le casseur de cailloux lui répond, moi, monsieur, je bâtis une cathédrale. C'est-à-dire que le geste est le même. C'est casser des cailloux. Mais le projet, vous avez prononcé le mot projet, le projet modifie le sens qu'on donne aux situations, modifie la manière dont on les ressent. C'est-à-dire que quand Thomas dit que la cascade de pépins lourds, la cascade de trauma fait qu'à un moment, il peut plus, il est débordé, il est sur le tapis roulant de la dépression, il a presque dit comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus donner sens à ce qu'on fait. On n'a plus de projet de construction et la plupart des gens dans cette salle sont entrepreneurs parce que c'est des explorateurs, c'est des aventuriers. Et là, il ne peut plus être aventurier. Il ne peut que faire des papiers et attendre la catastrophe. Donc ça ne m'étonne pas qu'il ait été sur le tapis roulant vers la dépression. Alors ce que Thomas m'a appris, il a dit quelque chose que j'ai écrit, c'est le poids des parents. Et c'est vrai que la plupart des entrepreneurs ont des parents entrepreneurs. Ça ne veut pas dire que ce soit génétique. Ça veut dire que le modèle parental donne une direction dans la vie. Ça veut dire que les enfants baignent dans des mots, dans des circuits professionnels, les endroits où on peut trouver des asperges, des endroits où on peut... Finalement, on apprend le métier avant même, en étant enfant. On apprend les mots, on apprend le milieu, on apprend les adresses, et quand on arrive à l'âge où on espère l'indépendance sociale, la direction est donnée par le poids des parents.
Alors, le problème, quand on a un énorme pépin, c'est qu'on souffre, on a honte, et là, c'est assez grave, parce que la culpabilité, je me sens coupable d'avoir échoué. Mais la honte, c'est un détracteur intime, c'est le sujet lui-même qui dit « j'y suis pas arrivé ». Et c'est le sujet lui-même, quand il a honte, qui s'empêche d'arriver. Je ne vais pas y arriver, j'ai honte de ce qui m'est arrivé, je suis celui qui échoue, je ne vais pas y arriver. S'il reste seul, on appelle ça la revictimisation. C'est-à-dire que s'il reste seul, eh ben, il a perdu la confiance en lui pour redémarrer. En revanche, s'il rencontre un milieu qui lui dit ben, « écoute, ça c'est un pépin, ça c'est pas de ta faute, on peut faire ça », c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça donne espoir, ça remet un projet de reconstruction et ça empêche la revictimisation. C'est-à-dire qu'on peut tenter une deuxième aventure avec un esprit neuf. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de traces. Quand on a eu un trauma, on garde des traces toute sa vie. Mais on peut en faire une... Alors, vous disiez, je n'ose plus réinvestir. On garde des traces. Mais ne plus oser réinvestir, peut-être que c'est une forme de prudence. Peut-être qu'il y a sûrement des entrepreneurs qui investissent n'importe comment et qui se cassent la figure parce qu'ils investissent sans calculer. Mais là, je ne connais pas. Donc finalement, merci Frédéric et Thomas, vous m'avez appris des choses. Je suis content d'être venu. Merci à vous pour votre éclairage. Alors, Éric Merville et Djellou Belbachir, vous avez choisi tous les deux de vous impliquer dans 60 000 rebonds, précisément pour accompagner des entrepreneurs. Là, on a eu 2 témoignages, mais des témoignages, il y en a des milliers, des entrepreneurs qui traversent des difficultés, il y en a hélas beaucoup. Pourquoi le choix de cet engagement dans cette association ? Alors bonsoir, très bonne question. Vous allez dire, tiens, un assureur qui prend la parole. On vient d'entendre juste avant des expériences difficiles avec des situations compliquées. On va parler du Covid. Alors chez Generali, on a bien évidemment traversé cette période compliquée, difficile du Covid, puisque vous le savez, le pays s'arrête. Et bien entendu, nos clients se retournent vers ces assureurs en disant écoutez, help, aidez-nous. On a besoin de vous. Et la réponse des assureurs, dont Generali, a été de dire écoutez, on aimerait bien vous aider, mais on ne peut pas parce que le contrat ne prévoit pas ce type de situation. Et donc, désolé, mais on ne peut rien faire pour vous. Et chez Generali, on était un peu traumatisés parce que, bien évidemment, surtout quand vous êtes en indemnisation, notre vocation, les gens qui sont derrière leur bureau, c'est d'essayer d'apporter des solutions à leurs clients. Et quand vous avez des traumas liés à la survenance de sinistres, c'est notre quotidien, tous les jours, notre fierté, c'est d'apporter des solutions et aider nos clients à repartir. Ça, c'est le quotidien de mes équipes. Et donc, vous imaginez... non, je pense que vous n'imaginez pas, parce que vous êtes de l'autre côté. Mais on a vraiment vécu chez Generali un moment difficile, qui est de dire, mais comment pouvons-nous continuer à faire notre job si à chaque fois que notre client vient nous voir, on lui dit non, on peut pas vous apporter une solution et on va fermer la porte. Donc on a vraiment travaillé en se disant mais il faut qu'on essaye de trouver quand même un moyen demain de répondre à ces clients qui peuvent du jour au lendemain tout perdre. Et c'est comme ça que finalement, grâce à notre directrice de la communication, qui dit mais oui, attendez, moi je connais des gens fantastiques, le portail du rebond, des associations qui sont là pour aider les entrepreneurs qui sont en difficulté. Et donc ça a fait tilt chez nous, voilà, en se disant oui, finalement, nous assureurs, si on pouvait accompagner ces associations, cette association 60 000 rebonds, et offrir à nos clients, offrir à nos agents des solutions pour que demain, on puisse, dans la difficulté, dans les situations de détresse, apporter une solution à nos clients pour leur permettre de rebondir. Donc voilà l'explication. Donc on a mis ça en place à partir des années 2020.
Donc, vous imaginez l'organisation. Donc, avec les associations, l'association 100 000 rebonds, on a trouvé des gens fantastiques avec des vraies réponses. On a formé nos agents généraux en leur disant agents généraux de Generali, si demain vous avez un client qui ferme la porte, ferme la clé, dépose le bilan, voilà, on a des solutions, vous avez des solutions, et faites appel à 60 000 rebonds. Merci et donc voilà, beaucoup. c'est un peu l'histoire. Merci beaucoup. Je vais vous poser la même question, Djelou Bébachir. Pourquoi la Fondation Crédit Mutuel a-t-elle choisi d'être partenaire de l'association? Et puis quel message est-ce que vous avez envie de faire passer aux entrepreneurs qui traversent des difficultés? Bonjour à tous. Alors moi je représente la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est une fondation qui est assez récente, qui a un peu plus de 2 ans, et dont les domaines d'action sont d'une part l'environnement et d'autre part la solidarité sur les territoires. Par solidarité sur les territoires, nous avons quelques priorités qui sont la question de la précarité, la question de l'égalité des chances et la question également de l'inclusion. Alors on a choisi de soutenir 60 000 rebonds et leur volonté d'essaimer sur les territoires, aller au plus près de ceux qui ont besoin, d'ouvrir de nouvelles antennes, à la fois sur des territoires d'outre-mer, mais aussi sur des territoires ruraux, là où un certain nombre de chefs d'entreprise n'ont peut-être pas accès à l'aide qui peut être apportée par 60 000 rebonds. Alors, pour quelles raisons on a souhaité soutenir 60 000 rebonds? Tout simplement parce que l'isolement du chef d'entreprise, c'est une réalité au quotidien. Mais quand survient une difficulté, c'est une réalité qui devient encore plus dramatique. Et nos conseillers professionnels le vivent et ils ont vraiment conscience de cet isolement-là du chef d'entreprise. Donc c'est important pour eux de savoir qu'il y a une association comme 60 000 rebonds qui peut intervenir. Ce qui constatent nos conseillers professionnels, c'est que un échec professionnel, c'est difficile pour tout le monde, mais pour un chef d'entreprise, c'est peut-être plus difficile parce qu'il y a une identification à l'entreprise qu'ils ont créée. Il y a un lien affectif à l'entreprise. Donc, quand ça se casse la figure, c'est vraiment une période de vulnérabilité qui peut conduire à l'isolement. Et nous, en tant qu'acteurs de l'inclusion, on est 1000 fois convaincus qu'il ne faut pas laisser, qu'il faut éviter les situations d'isolement. Que le lien à haute va être déterminant quand il y a une situation comme ça qui est délicate pour pouvoir maintenir son énergie ou retrouver son énergie d'action. C'est important dans ces moments-là d'avoir des personnes, d'avoir une structure sur laquelle on peut compter. On sait qu'ils sont là pour vous venir en soutien. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on a souhaité être partenaire. On est très fiers d'être partenaire de cette belle association. Merci beaucoup. Alors Thomas, vous avez utilisé tout à l'heure un mot qui est très fort, qui est le mot honte, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs éprouvent ce sentiment, et en même temps, c'est paradoxal parce que c'est éminemment courageux d'entreprendre, d'une part, et en plus, tout ce que vous avez vécu, traversé, tout comme Frédéric et tout comme beaucoup d'autres, vous ne l'avez absolument pas choisi. Vous avez été frappé par un dégât des eaux, par la Covid, les transports, les grèves, les gilets jaunes. Et pour terminer cette table ronde, peut-être me tourner vers vous. Je vous ai vu prendre des notes, Boris Cyrulnik, et vous avez remarqué, je prends mon rôle de timekeeper très à cœur, et il nous reste très peu de temps. Et justement, sur cette notion de l'échec comme un sujet encore très tabou et beaucoup trop stigmatisé, à tort, je voulais vous proposer de dire quelques mots rapides de conclusion. Alors, de Eric, j'ai retenu que l'échec est inévitable et que quand on est en situation d'échec, on a tendance à se réfugier dans la technologie. Et on a tendance à croire que c'est les archives, les lois qui vont trouver la solution, alors que, bien sûr, il faut tenir compte des archives et des lois, mais les relations humaines ont un effet sécurisant et dynamisant qui n'exclut pas la recherche des archives et des lois. Donc ce n'est pas un choix. Ce que m'a appris Belbachir, c'est que l'expression que j'ai notée, c'est lien affectif avec l'entreprise. Si on n'a pas de lien affectif avec l'entreprise, on s'engourdit. Pourquoi venir ou pourquoi ne pas venir? Pourquoi arriver à faire ce travail? Pourquoi ne pas le faire? C'est-à-dire qu'on est engourdi. Si on tisse un lien affectif avec l'entreprise, et si elle échoue, ou si j'échoue dans l'entreprise, je suis encore plus blessé.
C'est-à-dire que si j'investis pas, je meurs d'ennui, je décroche. Si j'investis et que ça échoue, je suis gravement blessé. Donc on a un choix difficile, et là encore, on risque de s'isoler. Alors, ça existe, il y a des pays, par exemple, qui changent. Alors là, je ne sais pas, c'est une question, je vais terminer par une question. Très bien. C'est-à-dire que il y a des pays actuellement qui ont pour choix de ralentir. Je ne sais pas ce que ça va provoquer en vous, mais par exemple, j'ai travaillé au Japon. Au Japon, l'école était devenue, j'ai entendu cette phrase tous les jours, l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance. Les employés dans de grandes entreprises arrivaient tôt pour plaire au patron et repartaient tard pour plaire au patron. Et ils le faisaient savoir. Ils n'avaient pas de vie de famille, rien de lien affectif. Et il y a eu ce que les Japonais appellent maintenant le hikikomori. C'est-à-dire que les garçons, plus que les filles, décrochent, mais de ce que j'ai vu, décrochent de manière stupéfiante. La vie n'a pas de sens. Ils se couchent par terre sur un vague matelas, ils tirent les rideaux, ils mettent quelques écrans, et ils attendent que leur mère leur serve la gamelle. Rien, pas de sens. Or, les pays d'Europe du Nord, les États-Unis suivent ce chemin. Il y a un décrochage aux États-Unis qui est tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire que les jeunes ne veulent plus entreprendre. Et on voit des garçons et des filles qui décrochent tout de suite. Il n'y a plus d'entreprise, ça ne marche pas. Et alors que les pays d'Europe du Nord où j'ai été invité, quand Jeannette Bougrabe était secrétaire d'État, elle m'avait invité à venir travailler avec elle en Finlande, en Suède, au Danemark, pas en Norvège. Et j'ai vu comment ces pays d'Europe du Nord, en ralentissant, sécurisent les gens et les motivent. Le contraire de la culture du sprint américaine. Et la culture du sprint américain mène au surmenage, mène à l'écœurement, alors que la culture du ralentissement, c'est le contraire du décrochage. On va à son rythme. Là, il faut travailler, et puis là, il faut se reposer. Là, il faut être sérieux, et là, il faut faire le pitre. Et il y a un rythme qui est le rythme de la vie, qui permet justement de ne pas décrocher, de tenir le coup et de ne pas décrocher. Et en Europe du Nord, depuis qu'ils ont ralenti l'école des enfants, depuis que, sauf en Suède, où ils se remettent à sprinter, depuis qu'ils se remettent à sprinter, les suicides remontent. Alors que dans les pays comme la Finlande, où ils ralentissent, les suicides chutent. Les gosses rentrent à l'école tard, la notation se fait à 11 ans, et à 15 ans, ils sont médailles d'or aux évaluations PISA. On retient donc une invitation à prendre soin de soi, de ce que vous dites. Alors voilà, elle m'a entendu penser. Formidable. Je vous remercie tous les 5 pour votre intervention. C'est un peu frustrant parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et on est un petit peu tenu par le temps, mais vous pourrez peut-être en parler à l'occasion du cocktail. Merci infiniment à tous les 5.